Alerte! Nous sommes le 2 décembre 2001. Enron, l'une des entreprises les plus admirées de Wall Street, s'effondre en seulement un week-end. Son cours passe de plus de 90 $ à seulement 0,26 cents. Des fonds de pension, des retraités, des investisseurs, tous ruinés. Ce n'est pas une crise du marché, c'est une trahison comptable. Une entreprise qui a fabriqué ses profits, menti à tout le monde et trompé même les plus grands analystes de Wall Street. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'un outil existait déjà pour voir le mensonge venir. Un score complexe, discret, mais terriblement efficace, le Béniche M-Score. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les coulisses du plus grand scandale financier de l'histoire et vous montrer comment ce score peut encore protéger votre portefeuille aujourd'hui en identifiant les entreprises qui truquent leurs comptes avant qu'il ne soit trop tard. Bonjour à tous, c'est Sébastien, conseiller en investissement financier et chef des opérations du logiciel Value Investing Screener, Divis pour les intimes. Et pour rappel, ce que je partage ici est vraiment à but éducatif. Ce n'est pas un conseil personnalisé en investissement et comme toujours en bourse, faites vos propres recherches et rappelez-vous que les performances passées ne garantissent jamais les performances futures. Ce score est d'ailleurs disponible sur votre logiciel, donc Value Investing Screener, qui vous permet en une fraction de seconde de dénicher des milliers d'entreprises cotées en bourse de qualité et potentiellement sous-évaluées afin de surperformer le marché. Vous pouvez en quelques secondes vous faire une idée de la qualité ou non d'un business de n'importe quelle entreprise cotée et analyser si une entreprise mérite une place dans votre portefeuille boursier ou non. Et si vous voulez tester Vis, j'ai glissé un code promo dans la description. Il se nomme Sébastien. Libre à vous de l'utiliser. Mais maintenant, revenons à la fraude qui aurait pu être évitée si on avait regardé les bons chiffres. Je vais vous dévoiler dans quelques secondes le plus gros scandale financier de l'histoire. Alors prenez de quoi écrire, installez-vous confortablement puisque cette histoire et je l'espère cette vidéo va changer votre manière d'évaluer la qualité ou non d'une entreprise. 2001. Une entreprise saluée par tous les analystes de Wall Street s'effondre en quelques semaines. 100 milliards de dollars de valeur évaporés. Des milliers de salariés ruinés. Et un cabinet d'audit centenaire rayé de la carte. Ce n'est pas une crise boursière, c'est le scandale Enron. L'histoire que je vais vous raconter dépasse le cadre d'une simple entreprise. C'est l'histoire d'une ambition dévorante, d'un mensonge gigantesque et surtout d'un échec collectif. Des régulateurs, des auditeurs, des analystes et des milliers d'investisseurs qui n'ont rien vu venir. Tout commence avec un nom, Kenneth Lay. Fils d'un vendeur ambulant du Missouri, il a grandi dans la misère, dans une Amérique rurale encore marquée par le racisme et la ségrégation. À 12 ans seulement, il travaille déjà pour payer ses vêtements. À 25, il siège au Pentagone. Brillant, ambitieux, il gravit les échelons de l'administration américaine, devient un acteur clé de la dérégulation du secteur de l'énergie, soutenu par Nixon, puis George Bush père. Lay croit à une chose, le marché libre est bien plus intelligent que l'État. Et cette conviction va l'enrichir. En 1985, il prend les rênes d'une société de gaz nommée Enron et rêve d'en faire autre chose qu'un simple transporteur d'énergie. C'est à ce moment-là qu'intervient Jeffrey Skilling, un ancien consultant de McKinsey, séduit par l'idée de transformer l'énergie en produit financier. Acheter du gaz quand il est bon marché, le revendre plus cher, mieux, créer une bourse de l'énergie et faire d'Enron un trader global de l'électricité à la bande passante Internet. Les profits s'envolent, Enron devient alors une star de l'indice américain du Nasdaq, dépassant parfois Apple ou IBM en valorisation. Skilling impose une culture de la performance sans pitié. Les moins bons 15% des salariés sont licenciés chaque année, même si l'entreprise va bien. On l'appelle alors la smartest company in the room, mais personne ne se pose la question essentielle, comment Enron gagne-t-elle vraiment de l'argent? C'est alors que le cœur de la fraude tient en une méthode, le mark-to-market accounting. En clair, dès qu'Enron signe un contrat, elle comptabilise immédiatement les profits espérés sur 10 ou 15 ans, même si rien n'a encore été livré, même si tout peut changer. Un contrat avec Blockbuster pour du streaming, 100 millions de profits potentiels enregistrés dès le jour de la signature. Contrat annulé un an plus tard, trop tard, les bénéfices sont déjà dans les comptes. Et quand ces projections ne suffisent plus à masquer les pertes, eh bien, entre en scène Andy Fastow, le directeur financier. Il crée des centaines de sociétés écrans, les SPEs, dans lesquelles Enron transfère ses dettes. Sur le papier, tout va bien.
En coulisses, la dette réelle dépasse les 30 milliards de dollars. Mais vous allez me demander, Sébastien, comment une telle supercherie a-t-elle pu durer aussi longtemps? Eh bien, parce qu'Enron a acheté le silence de tout un système. Les analystes sont arrosés de primes, menacés s'ils doutent publiquement. Les banques ferment les yeux, elles sont exposées et gagnent trop. Et surtout, Arthur Andersen, le prestigieux cabinet d'audit, certifie tous les comptes. Mieux encore, il conseille Enron sur les montages à utiliser. Juge et parti. Quand la vérité commence à poindre, ils paniquent et détruisent des milliers de documents internes sur ordre d'un associé. Toutefois, vous l'imaginez, cela ne peut pas durer indéfiniment. Un journaliste de fortune, Bethany McLean, ose poser la question. Comment Enron gagne-t-elle vraiment de l'argent? Skilling réagit avec mépris, mais en interne, ça commence à fuir. Fasto est sous pression, Skilling démissionne brutalement, vend ses actions. Une employée, Sharon Watkins, tire la sonnette d'alarme en vain. En octobre 2001, Wall Street Journal publie une enquête explosive. La SEC, la Security Exchange Commission, l'équivalent de l'autorité de régulation française, entre en jeu. Et en quelques semaines, tout s'écroule. Le 2 décembre 2001, Enron dépose le bilan. Une onde de choc mondiale. Les investisseurs perdent plus de 60 milliards de dollars, les retraites s'évaporent, les génies tombent. Skilling, 24 ans de prison. Fasto, 6 ans. Lay, meurt avant son procès. Et Arthur Andersen, un des Big Five de l'audit, disparaît. Ce n'était pas juste une faillite, c'était un échec total des garde-fous de la finance. La chute d'Enron, c'était pas juste une ligne dans un manuel d'histoire financière. C'est 27 000 employés licenciés, dont beaucoup avaient investi la totalité de leur épargne retraite dans les actions de leur entreprise. Enron les incitait à acheter des actions, leur promettait que le meilleur restait à venir, mais quand le cours est passé de 90 dollars à 0,26 cents en quelques semaines, ce sont des vies entières qui se sont effondrées. C'est également plus de 60 milliards de dollars partis en fumée pour les investisseurs particuliers et institutionnels. Des fonds de pension, des épargnants, des familles. Tous trompés par des chiffres parfaitement maquillés et validés par des auditeurs de confiance. Enron a montré une chose essentielle. Les chiffres ne suffisent pas. Même les comptes certifiés par les plus grands cabinets peuvent mentir. Même les étoiles de Wall Street peuvent cacher des abysses. Mais alors, comment éviter de devenir la prochaine victime? Cela peut poser question, surtout en investissement à long terme. Et c'est ici qu'entre en jeu un outil encore trop méconnu des investisseurs, le Benich M-Score. Un score mathématique conçu pour détecter les entreprises qui manipulent discrètement leurs états financiers. Un véritable radar antifraude que beaucoup auraient dû connaître avant la chute d'Enron. Et dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment ce score fonctionne, comment l'interpréter et comment l'utiliser dans vos propres analyses. Mais alors, que représente ce score? Eh bien, le Benich M-Score a été inventé déjà dans les années 1990 par Mesod Daniel Benich, professeur à la Cali School of Business, Université d'Indiana aux États-Unis. À l'origine, ce n'était pas un outil de trading, mais un modèle statistique pour aider à repérer les entreprises qui présentent un risque élevé de manipulation comptable. Et depuis, il a permis rétrospectivement de détecter des cas comme Enron ou Wirecard avant que les scandales n'éclatent. L'idée est simple. Certaines entreprises, pour paraître plus performantes qu'elles le sont vraiment, manipulent légèrement leurs comptes, en gonflant artificiellement leurs ventes, en cachant des dettes ou en minimisant leurs charges. Et ce n'est pas toujours une fraude spectaculaire, mais souvent, c'est le début des ennuis. Le M-Score analyse donc 8 indicateurs financiers pour traquer les signaux faibles, comme un radar qui capte ce que les yeux ne voient pas. Mais alors, comment déjà interpréter ce calcul? Eh bien, le M-Score est un simple chiffre et comme pour un test médical, plus il est élevé, plus le risque est grand. En dessous de moins 2,22, c'est la zone verte, peu de risque de manipulation. Entre moins 2,22 et moins 1,78, une zone grise. Il faut rester prudent. Et au-dessus de moins 1,78, on est en zone rouge. Il y a alors une forte probabilité de manipulation comptable. À noter d'ailleurs que Enron affichait un score supérieur à moins 1,5 avant sa chute. Et alors, je vous montre ainsi ici le calcul et surtout comment se calcule le Benich M-Score et ses différents composants, puisqu'il est essentiel de les comprendre pour justement pouvoir interpréter ce calcul et comprendre peut-être pourquoi il est en rouge alors qu'il ne devrait pas l'être. Vous le voyez à cet écran, oui, le Benich M-Score est un calcul très difficile.
Mais pas de panique, je vais vous expliquer chacun des composants. On a d'abord le Daily Sales in Receivable Index ou DSRI. C'est typiquement un ratio qui dit ce qu'il paiera demain. Ce ratio compare donc les créances clients, donc ce que les clients doivent à l'entreprise, d'une année à l'autre. Si ce DSRI augmente, eh bien cela peut indiquer qu'une entreprise gonfle ses ventes en reconnaissant du chiffre d'affaires qui n'a pas encore été encaissé. Par exemple, un restaurant qui vous dit avoir fait salle comble, mais dont les clients n'ont pas encore payé. La deuxième composante est le GMI pour Gross Margin Index. C'est typiquement des ventes qui montent, mais des marges qui fondent. Ce ratio mesure si la marge brute, donc qui est la différence entre les ventes et le coût des produits, eh bien, diminue. Une entreprise dont la marge se détériore a plus d'incitation à tricher pour masquer une baisse de la rentabilité. Par exemple, une boulangerie qui vend de plus en plus de pain, mais gagne de moins en moins sur chaque baguette. Le troisième composant est le AQI ou Asset Quality Index. Les actifs eh bien, vont devenir ici flous. Ce ratio va finalement mesurer la qualité des actifs. S'il augmente, cela veut dire que l'entreprise investit dans des actifs difficiles à évaluer. Brevets, goodwill. Et alors, plus ces actifs sont intangibles, plus il est facile de manipuler leur valeur. Un garage, par exemple, qui affirme que sa valeur a doublé parce qu'il a investi dans sa réputation. Tout le monde peut gonfler cette partie-là. La prochaine composante est le SGI ou Sales Growth Index. Une forte croissance du chiffre d'affaires n'est pas toujours bon signe. Je m'explique. Les entreprises en hypercroissance peuvent être tentées de manipuler leurs résultats pour maintenir l'illusion du succès. Une startup qui a triplé ses ventes eh bien, veut continuer à impressionner les investisseurs, même si ça veut dire forcer un peu la réalité. Et c'est quelque chose d'important à prendre en compte, surtout en termes de manipulation comptable. Le prochain critère est le DEPI ou Depreciation Index. Même si l'entreprise ralentit ou accélère l'amortissement de ses actifs, eh bien, ça peut être suspect. Un DEPI supérieur à 1 peut signifier que les actifs sont amortis plus lentement, ce qui gonfle artificiellement les bénéfices. Je vais m'expliquer. Imaginez qu'une voiture soit censée durer 5 ans, mais qu'on décide tout à coup qu'elle durera 10 ans. Quel est le résultat derrière? Moins d'amortissement chaque année, donc plus de profit, parce que moins de charges chaque année. Le prochain composant est le SGAI. Et à quoi sert-il? Eh bien, il va mesurer l'évolution des frais généraux par rapport aux ventes. Et pourquoi ça peut être suspect? Et parce qu'une augmentation disproportionnée peut montrer une mauvaise gestion ou un effort marketing excessif pour cacher une faiblesse commerciale. Par exemple, si une entreprise dépense de plus en plus pour vendre de moins en moins, eh bien, vous en conviendrez, il y a un souci. Et c'est le signal d'une boîte qui brûle du cash sans résultat derrière. L'avant-dernier ratio est le LVGI ou Leverage Index. Il va mesurer l'évolution de l'endettement de l'entreprise. Une forte augmentation du levier de l'endettement peut en fait signifier que l'entreprise doit absolument montrer de bons bénéfices pour respecter ses clauses bancaires, qu'on appelle aussi covenants et que nous avons vu dans une vidéo précédente. C'est comme si vous aviez contracté un prêt qui vous oblige à rester en bonne santé financière et que vous trichiez sur votre bulletin de salaire pour éviter des sanctions. Maintenant, la dernière composante de ce Bini Shape Score qui est à rallonge, je vous l'accorde, c'est le TATA ou le Total Accruals to Total Asset. À quoi il sert? Eh bien, tout simplement, il va mesurer l'écart entre les profits comptables et l'argent qui est réellement encaissé. Plus le TATA est élevé, plus le bénéfice net s'éloigne de la réalité économique. Cela suggère un usage excessif d'ajustement comptable. Par exemple, si vous dites à vos amis que vous avez gagné 5 000 euros ce mois-ci, mais qu'en réalité vous n'avez reçu que 500 euros, eh bien, il y a anguille sous roche. Mais alors maintenant, quel est le lien avec Enron? Eh bien, le béniche n'aurait pas suffi tout seul, mais il aurait pu fortement alerter, et bien avant la chute. Par exemple, le DSRI. Enron enregistrait des revenus futurs non encaissés grâce à la méthode du mark-to-market. Quel était le résultat? Les créances clients explosaient et un DSCRI anormalement élevé aurait signalé que les ventes étaient plus gonflées artificiellement. Le LVAJ, eh bien, en dissimulant plus de 30 milliards de dettes dans des sociétés écrans, Enron masquait son vrai niveau d'endettement. Un leverage index faussé, mais qui, bien recoupé, aurait dû éveiller les soupçons. L'autre composante qui est le DEPI, comme beaucoup d'entreprises en phase de maquillage comptable, Enron aurait pu ralentir l'amortissement de ses actifs pour gonfler artificiellement ses profits. Le DEPI aurait alors capté ça. Pour les autres ratios comme le GMI, le AQI et TATA, les marges brutes dégradées, maquillées par des écritures, les actifs de mauvaise qualité valorisés sur des hypothèses irréalistes,
Des bénéfices très éloignés du cash réel, eh bien autant de signaux que le M-score combine en un seul chiffre. Et ce chiffre, eh bien, il aurait été dans le rouge. Et il l'était d'ailleurs, repéré par des étudiants de Cornell des années avant l'explosion. Le Benichem Score ne remplace pas l'analyse humaine, mais il force à lever la tête, à poser des questions et surtout à ne pas faire confiance aveuglément. Et alors, le Benichem Score n'est pas une boule de cristal, mais c'est un test sanguin financier, un outil de prévention. S'il est positif, ça ne veut pas dire qu'il y a fraude à coup sûr, mais c'est suffisant pour se poser les bonnes questions, creuser un peu plus ou tout simplement passer son tour. Quel est le problème? Eh bien, le calcul, vous l'avez vu, est indigeste. Il demande d'extraire 8 ratios financiers, d'analyser 2 années complètes de bilan, de pondérer, de croiser. Bref, c'est impossible à faire à la main sur 300 ou 1000 entreprises, surtout quand vous voulez vous constituer votre portefeuille résilient à long terme. Et pourtant, c'est justement dans ces grands ensembles que l'on peut dénicher des vraies pépites ou des pièges mortels. Et c'est exactement pour cette raison qu'on a intégré le M-Score directement dans Vis, notre logiciel d'analyse boursière. À chaque fois que vous ouvrez une fiche d'entreprise, le Benich M-Score est déjà là, calculé automatiquement, interprété visuellement. Pas besoin de formule, pas besoin de tableur, et ça devient particulièrement utile dans l'univers des small caps, les petites capitalisations cotées. Et pourquoi? Eh bien, parce que ce sont précisément les entreprises qui sont moins couvertes par les analystes, qui ont des comptes parfois moins transparents et où la tentation de booster artificiellement les résultats peut être plus forte pour lever des fonds, séduire un acquéreur ou simplement survivre. Et les scandales récents nous rappellent que ce ne sont pas toujours les géants qui tombent. Le cas Wirecard en 2020 l'a prouvé à nouveau. Avant même que le scandale éclate, le Benichem Score avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Il signalait clairement que les comptes et les bénéfices étaient probablement manipulés. Les mécanismes précis de la fraude étaient complexes, mais le signal, lui, était simple. Score en zone rouge. Un avertissement clair, objectif, basé uniquement sur les chiffres. On arrive déjà à la fin de cette vidéo et ce qu'on peut dire c'est que les chiffres peuvent mentir, mais le Benichem Score, lui, ne dort jamais. Dans un monde où la manipulation comptable peut coûter des milliards, vous n'avez pas besoin d'être devin, juste d'être bien équipé. Et c'est pour ça qu'on a encore une fois intégré le Benichem Score d'Envis, pour que vous puissiez vraiment repérer les signaux faibles avant qu'il ne soit trop tard. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à vous abonner et dites-moi en commentaire quel autre score financier vous voudriez voir expliqué de cette façon. Un peu de pédagogie, quelques analogies. C'était Sébastien sur la chaîne Value Messi Screener et je vous dis à très bientôt pour continuer à parler long terme.